To begin the third session and last session for this afternoon. And the first speaker will be John Christian Lawson from the University of California at Riverside, and he's going to be speaking on Robert Burton on the passions, curiosity, and melancholy. Yes. Well, thank you very much for inviting me to give this lecture. I'm discussing Robert Burton's The Anatomy of Melancholy, a classic work in the history of medicine, published in 6 ever-expanding editions from 1621 to 1651, an encyclopedic survey of almost everything that had ever been said about melancholy. Melancholy turns out to be found almost everywhere, permeating all sorts of philosophical, theological, psychological, and medical problems. And one of its sources is curiosity. This paper will explore Burton's understanding of the role of curiosity and the passion for knowledge in the etiology of melancholy. Burton is best understood as a humanist in the early modern tradition, following such thinkers as Erasmus and Montaigne. His references to these authors in The Anatomy of Melancholy are uniformly positive, and his work may be considered as a variation on the theme of many of Erasmus's works and of Montaigne's essays. Burton was a fellow of Christ Church College, Oxford, from 1599 until his death, and librarian of Christ Church from 1626 on. Over the years from 1594 to 1640, he built up a library of more than 1,740 books. His only other work, a Latin drama called Philosophaster of 1617, was a satire of false learning. It testifies to his interest in melancholy and raises many of the useless questions he was later to decry, such as squaring the circle, and he also paraphrases Erasmus often. Let us note that there were several traditions of criticism of curiosity and the passion for knowledge available to Burton. St. Augustine and other church fathers had asserted that all pursuit of unnecessary knowledge was a distraction from the pursuit of piety and purity of soul. Ancient skepticism provided the model of Pyrrho of Elis, who, quote, did not trouble to investigate what winds prevail over Greece, from whence all things arise and into what they pass. Diogenes the Cynic promoted moralism in lieu of most established forms of knowledge. Quote, he would wonder that the grammarians should investigate the ills of Odysseus while they were ignorant of their own, or that the mathematicians should gaze at the sun and the moon but overlook matters close at hand. It has been commented that Epicurus, for example, reflects a deep incuriosity, the only purpose served by knowing the causes of cosmological and meteorological phenomena is securing freedom from disturbance. So once we have some plausible-sounding possible naturalistic explanations of the phenomena that do not invoke the gods, that is good enough. That is in criticism of Epicurus. So when a humanist like Burton came to the study of melancholy, he could draw on numerous classical and Christian sources for criticism of the passion for knowledge and curiosity. As his biographer puts it in another context, if there's one characteristic that can sum up Burton's method, it is the ability to pick and choose for his own purposes. Curiosity and the passion for knowledge were by no means the only source of melancholy in Burton's analysis. Almost everything else in life could cause melancholy. Major sources of melancholy included war, lawyers, money and wealth of one's own or others, religion, sexual love, and so on, almost endlessly. The main cure for melancholy was activity.
but very many other things, from herbs and foods to correct religious doctrines and healthy sexual behavior, could cure it too. In his introduction, Burton spoke about the persona of Democritus, the laughing philosopher. It was an extended adaptation of the pseudo-Hippocratic letter to Damogutes, an apocryphal tale in which the philosopher Democritus proved to the physician Hippocrates that the world was universally suffering from madness. Democritus exhibited many Epicurean features and also suggested a Cynic or Stoic appreciation of poverty. Burton's inquiries into the passions were inquiries about the occlusion of reason and the breakdown of psychic harmony in the individual, but they were also about the disintegration of harmony in society. As we shall see, one of the passions causing these breakdowns was the passion for knowledge or curiosity. And as the biographer puts it, what we see in the Anatomy is a treatise that absorbed medical learning into a humanist philosophical enterprise. Negatively, it discredited physicians' use of scholastic techniques and their reliance on over-systematized doctrine and general rules, and ridiculed the curiosity about matters beyond human capacity that had disfigured the discipline. Burton provides long lists of things we do not really need to know. He hopes the reader will agree that his own analysis of melancholy is as important as, quote, to reconcile those chronological errors in the Assyrian monarchy, find out the quadrature of the circle, the creaks and sounds of the northeast or northwest passages, or to perfect the motion of Mars or Mercury. He repeats the point that knowledge does not necessarily lead to action. There is so much talk of religion, so much science, so little conscience. Burton's introduction signaled that he was drawing on a tradition among European humanists which had been established by Robert Pace and Thomas More in England and Erasmus in Rotterdam. As one author puts it, these writers thought that philosophy as an activity involved engagement with one's critics and those peddling false opinion, in addition to the propagation of insight. And humor was a very important part of their engagement. Pace and Erasmus drew on Diogenes the Cynic and Lucian's Menippus. Pace translated Lucian's Daemonax from Greek to Latin and drew on Democritus as mediated by the spurious lectures I've mentioned, constructing a kind of genre of humor in philosophy and assigning Thomas More to it. Erasmus and More published a joint translation of Lucian. Curtis writes that Lucian's Cynicus is endorsed as having the approval of St. John Chrysostom. The Christian man should be delighted with this dialogue that criticizes enervating luxury while commending the severe life of the Cynics and thus the Christian value of simplicity, temperance, and frugality. And Erasmus denounced the arrogant, futile, and contentious curiosity of the so-called scholastic inquiry that had long dominated theology faculties, calling for a reorientation of human learning toward the attainment of spiritual and moral virtue. Burton followed up on this tradition by making Lucianic and Menippean fun of curiosity and the passion for knowledge. He denounced the supercilious critics, grammatical triflers, note-makers, and curious antiquaries who sought out all the ruins of wit among the rubbish of old writers. They do nobody good. We shall see a great deal more of this in the following. 10 pages of Burton's introduction are dedicated to a sketch of a utopia, modeled in part on and rejecting in part Thomas More's utopia. Some readers have thought that More's utopia was a Menippean satire, which would mean that the praise of the island, its people, and customs is paradoxical, the defense of the unexpected. This perspective explains the troubling flaws in Paradise, the utopians' morally questionable war practices, tolerance of slavery, and restrictions on freedom of speech and travel. As Curtis puts it, for all these writers, the authority of ancient philosophy enhanced by Christian revelation gave license to the use of laughter as a means of making necessary and health-giving criticism. And it is true that the obsessive search for unnecessary knowledge and excessive curiosity
were the target of many of Burton's humorous jabs. But it's not at all obvious that his utopia is tongue-in-cheek. Curiosity makes its first appearance in the second page of the first book of 3. There he points out that the impulsive cause of all the miseries in man was the sin of our first parent Adam in eating of the forbidden fruit. I observe here that he doesn't blame Eve. This was a product of his disobedience, pride, ambition, intemperance, incredulity, and curiosity, from which proceeded original sin, and that general corruption of mankind as from a fountain flowed all bad inclinations and actual transgressions. Not only the Christian tradition, but also the fabulous poets have shadowed unto us the tale of Pandora's box, which being opened through her curiosity filled the world with all manner of diseases. It is true that he adds, it is not curiosity alone, but those other crying sins of ours which pull these several plagues and miseries upon our heads. But it is clear that curiosity is one of the major causes. Later, curiosity appears in a subsection entitled Philautia, or self-love, vainglory, praise, honor, immoderate applause, pride, overmuch joy, etc., causes. Praise from others brings us immoderate joy and pride, not excluding those other concomitant vices which Loricius reckons up: bragging, hypocrisy, peevishness, and curiosity. One of the causes of melancholy is fear of the future. In addition to other tortures of fear and sorrow may well be annexed curiosity, that irksome, that tyrannizing care, nimia sollicitudo, superfluous industry about unprofitable things and their qualities, as Thomas defines it, an itching humor or a kind of longing to see that which is not to be seen, to do that which we ought not to be doing, to know that secret which should not be known, to eat of the forbidden fruit. As a commentator puts it, the psychological point was that the curious molest and tire themselves about things unfit and unnecessary, earning needless trouble and torment. There followed dense pages about unnecessary investigations. Quote, what fruitless questions about the Trinity, resurrection, election, predestination, reprobation, hellfire, how many shall be saved, how many damned? What is most of our philosophy but a labyrinth of opinions, idle questions, propositions, metaphysical terms? This rejection of idle curiosity is not only a Christian view, but Burton quotes, Socrates therefore held all philosophers cavillers and madmen because they commonly sought after such things which can neither be perceived nor understood by us, or put the case they did understand, yet they were altogether unprofitable. For what matter is it for us to know how high the Pleiades are, how far distant Perseus and Cassiopeia from us, how deep the sea, etc.? We are neither wiser, as he follows it, nor modester, nor better, nor richer, nor stronger for the knowledge of it. And again, the pagan philosopher, see one promontory, said Socrates of old, as quoted by Burton, one mountain, one sea, one river, and you've seen them all. Another example of harmful curiosity is alchemy. Quote, an alchemist spends his fortunes to find out the philosopher's stone forsooth, and beggars himself, misled by those seducing impostors, which he shall never attain to make gold. Antiquarianism is just as bad. Quote, an antiquary consumes his treasure and time to scrape up a company of old coins, statues, rolls, edicts, manuscripts, etc. He must know what was done of old in Athens and Rome, what lodging, diet, houses they had. Politics is just as bad. Some people must, quote, have all the present news at first, though never so remote, before all others, what projects, councils, consultations, what Juno whispered in Jupiter's ear, what's now decreed in France, what in Italy, who is he, whence comes he, which way, whither he goes. That's politics. Curiosity can make your life more difficult, where ignorance might make it easy. Quote, so busy, nice, curious wits make that unsupportable in all vocations, trades, actions, employments, which to duller people is not offensive. It is better not to know much. Thus, through our foolish curiosity do we macerate ourselves, tire our souls,
and run headlong through our indiscretion, perverse will, and want of government into many needless cares and troubles, vain expenses, tedious journeys, painful hours, and when all is said and done, cui bono, to what end? By the way, I hope you've noticed by now that if Burton can use 7 adjectives instead of just 1, he will. In the second book, Burton surveys the excessive speculations of the curious. He had an increasing interest in contemporary cosmological learning of the new science. The main point communicated in all editions was the skeptical one that these views, however fascinating, were either unreliable or unverifiable products of speculative curiosity. Again, politics and even gossip are also topics of excessive curiosity. Quote, news are generally welcome to all of our ears. We long after rumor to hear and listen to it. We are most part too inquisitive and apt to hearken after news. He quotes Tiresias in Menippus for counsel to be not curious or over-solicitous in anything. Later, he will describe as happy he who is not troubled with state matters, whether kingdoms thrive by succession or election, whether monarchies should be mixed, temperate, or absolute. The house of Ottoman and Austria is all one to him. He inquires not after colonies or new discoveries, whether Peter were at Rome or Constantine's donation be of force, what comets or new stars signify. Curiosity about theology is a major target of Burton's critique. He writes that the, quote, Jewish Talmudists take upon them to determine how God spends his whole time, sometimes playing with Leviathan, sometimes overseeing the world, etc., like Lucian's Jupiter, that spent much of the year in painting butterflies' wings and seeing who offered sacrifice. The question of theodicy is spelled out in several versions. Why doth he suffer so much mischief and evil to be done if he is able to help? Why does he, that's God, not assist the good or resist the bad? Others are prodigiously inquire after his omnipotency. Some, by visions and revelations, take upon themselves to be familiar with God and to be of privy counsel with him. They will tell how many and who will be saved, when the world will come to an end, what year, what month, and whatsoever wise God has reserved unto himself and to his angels. It is not only Christians and Jews. Others, quote, inquire with Epicurus what God did before the world was made. Was he idle? Where did he bide? And many similar questions. And he calls these absurd and brain-sick questions, intricacies, froth of human wit, and excrements of curiosity, which, as our Savior told his inquisitive disciples, are not fit for them to know. He quotes another scholar of the time, God in his providence, to check our presumptuous inquisition, wraps up all things in uncertainty, bars us from long antiquity, and bounds our search within the compass of some few ages. Thus, the second book, pages 34 to 60, are a denunciation of curiosity about numerous things as a cause of melancholy, which is also useless, wasteful, and makes us nervous. It is something of a surprise, then, to come upon the second partition, pages 74 to 92, which makes the opposite case. Following up on curiosity, especially by reading, can be a cure for melancholy. Distraction is one of the best cures. Nothing, quote, is so fit and proper to expel idleness and melancholy as study. Quote, what so full of content as to read, walk, and see maps, pictures, statues, jewels, marbles? A man's burdens will be much lightened by it to his mind by reading of some enticing story, true or feigned, whereas in a glass he shall observe what our forefathers have done, the beginnings, ruins, falls, periods of commonwealths, private men's actions. Quote, for what a world of books offers itself in all subjects, arts and sciences, to the sweet content and capacity of the reader. Now, quote, to discover the mysteries of the heavens, the secrets of nature, and the order of the universe would confer greater happiness and pleasure than can be imagined.
What more pleasing studies can there be than the mathematics? This, he is saying, after denouncing unnecessary knowledge and curiosity a few pages earlier and excoriating the evils of study in the first book. It's even more surprising to discover that here Burton gives some of the same examples that he had given as harmful, and now they are beneficial. Squaring the circle is both a cause and a cure. Alchemy and the philosopher's stone are both a cause and a cure. There's more to the second book. Burton quotes Sophocles for the proposition that, quote, the pleasantest life is to know nothing. Ignorance is a downright remedy of evils. And in his own voice he adds, these curious arts and laborious sciences, Galens, Tullys, Aristotles, Justinians, do but trouble the world, some think. Medicine can claim to know too much. Quote, many times they are over-curious in this kind. When, to quote one source, many an old wife or country woman doth often more good with a few known and common garden herbs than our bombast physicians. Verging on skepticism, he observes that, quote, I might cite a century of authors pro and con on medical issues. There is, quote, a vast chaos of medicines, a confusion of recipes and magistrals. In some cases, there is no Catholic medicine to be had. That which helps one is pernicious to another. 2 pages provide dozens of remedies for flatulence, leaving the reader unsure of which to try. So far, our review of Burton's criticism of curiosity as a cause of melancholy might give the impression that he was wholly against melancholy. But there is such a thing as enjoyable melancholy. So curiosity might not be all bad if it serves to provoke an enjoyable form of melancholy. It's also worth brief comment that the word curious also appears in Burton's work with a different meaning. It can mean intricate, cleverly worked, or complicated, and thus something to be admired. Attention to, quote, curious things can distract us from our melancholy. The first half of the third book is about love melancholy, and it includes stories about too much curiosity and suspicion about sexual matters. Francis Sforza, Duke of Milano, was so curious in this behalf that he would not marry the Duke of Mantua's daughter, except he might see her naked first. Curiosity about love and sex stokes jealousy, which may be the worst form of melancholy, according to Burton. The latter part of the third book discusses religious matters, and Burton returns to the attack. The clergy, of better parts than the rest, the devil puffs them up with a vain conceit, or else out of too much learning they become mad. Or out of curiosity they will search into God's secrets and eat of the forbidden fruit. Companies of, quote, mad sophisters, sectaries, canonists, Sorbonnists, engage in a rabble of idle controversies and questions, whether the Pope is God or a kind of God, whether he partakes of each nature of Christ, etc. Melancholy is provoked by, quote, foolish presumption, curiosity, needless speculation, contemplation, solicitude, wherein they trouble and puzzle themselves about these questions of grace, free will, perseverance, God's secrets. They engage in furious curiosity, needless speculation, fruitless meditation about election, reprobation, free will, grace, such places of Scripture preposterously conceived, torment still, and crucify the souls of too many, and set all the world together by the ears. Burton recommends that his judgment is to be adored, trembled at, not to be searched or inquired after by mortal men. All of the foregoing might give the reader the idea that Burton opposes all curiosity and knowledge, and that would make his book, which was an exploration in 1,200 pages of everything that could be known about melancholy, a contradiction of his own principles. But it turns out that he's not against all curiosity and knowledge. He should be taken seriously when he says he is against useless knowledge, and knowledge that provokes us to fight. But he is not against useful knowledge that improves our morals and knowledge that leads to peace.
Thus, in his description of a utopia, he writes that, quote, "I will have colleges of mathematicians, musicians, and actors, alchemists, physicians, artists, and philosophers, that all arts and sciences may sooner be perfected and better learned, and I will also have public historiographers. And I will provide public school of all kinds, singing, dancing, fencing, especially of grammar and languages. And further, that he that invents anything for public good in any art or science, or writes a treatise, shall be accordingly enriched, honored, and preferred." We can draw several conclusions from Burton's thorough investigation of melancholy. One is that almost anything about the human condition and the human experience can cause melancholy, but also almost anything can cure it. It seems to depend on what we're expecting and how we understand things. If anything can cause it and anything can cure it, then with proper expectations, we can turn anything into a cause or a cure. His thorough review seems to establish that nearly everyone in the history of recorded culture has had melancholy at one time or another, and some form of it may indeed be rewarding and a pleasure. That may have been the case for Burton himself. Becoming a connoisseur of melancholy may have been his way of converting his curiosity into a source of satisfaction and pleasure. Thank you very much, Professor Lorson, for a lecture that was passionate without being melancholy in the least. Et maintenant, la deuxième communication dans cette séance, c'est Jean-Charles Darmon de l'Université de Versailles, l'École normale supérieure de Paris. Il parle sur curiosité et usage cognitif de l'imagination, la trace néo-épicurienne à l'âge baroque en France. Bien. Quand la raison ne conduit pas, que l'on est entraîné par la curiosité, c'est-à-dire par une folle passion de savoir, l'on ne peut faire d'études réglées. On veut toujours savoir, mais le dérèglement de la curiosité ne permet pas qu'on poursuive avec constance la recherche d'une vérité. Un texte de Bernard Lamy dans Les Entretiens des sciences. Dans sa belle enquête consacrée aux collectionneurs, amateurs et curieux et à la culture de la curiosité entre Renaissance et Lumière, Christophe Pomian, qui citait ce texte, aux côtés de Malebranche ou de Descartes, faisait état de tensions de plus en plus fortes entre la culture de la curiosité, dont il décrit le déploiement, et d'autre part l'assomption de nouvelles formes de rationalité, critiquant ces dérèglements. Tension contemporaine de la mise en place d'un dispositif intellectuel et institutionnel chargé de contenir et d'orienter la curiosité que l'ancien cadre, créé plus d'un millénaire plus tôt, je cite, n'était plus en état de maîtriser depuis quelques 200 ans. Je voudrais aujourd'hui poser la question suivante. Comment situer la philosophie néo-épicurienne de Pierre Gassendi dans cette évolution, aux côtés d'autres noms souvent mentionnés, Descartes, Malebranche au premier chef. Ici comme ailleurs, lorsqu'il s'agit de Pierre Gassendi, la réponse ne peut être que complexe, me semble-t-il. À certains égards, la philosophie néo-épicurienne de Gassendi opéra une transition entre modèles de curiosité légués par l'humanisme et l'âge baroque et leur régulation, leur dressage dans le cadre d'une raison classique. Mais cette trace gassendienne dans l'histoire de la curiosité reste sinueuse, subtile et souvent difficile à interpréter.
L'objet de cette intervention sera d'abord de focaliser l'attention sur des versants peu étudiés de l'œuvre de Gassendi, notamment ses vies de savants, et tout particulièrement la vie de Peiresc, dont l'écriture offre l'occasion de figurer différents types de relations entre curiosité et savoir. Les rapports entre néo-épicurisme et curiosité ont, à vrai dire, été rarement abordés de manière directe en ce qui concerne le XVIIe siècle. Je ne voudrais pas ici aborder ces rapports uniquement à partir de contenus doctrinaux, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que la doctrine de Gassendi nous dirait, une fois pour toutes, de la curiosité. Je voudrais plutôt décrire un cadre, la curiosité, ou certains modèles de curiosité, comme faisant partie du cadre de la réinterprétation de l'épicurisme. Dans quelle mesure certaines conceptions et certaines pratiques de la curiosité purent-elles servir de cadre à un projet épicurien comme celui de Gassendi, projet encouragé par Peiresc, mais qui prit toute son extension, je le rappelle, après la mort de Peiresc et l'écriture de sa vie. Dans quelle mesure le développement ultérieur de ce projet impliqua-t-il certaines tensions, certaines ruptures, certains recadrages, pour reprendre cette métaphore du cadre, en ce qui concerne toute une culture de la curiosité? Alors, je voudrais d'abord faire quelques remarques liminaires sur un modèle de curiosité, Peiresc selon Gassendi, ou de la curiosité comme passion du savoir et comme manière de vivre. Puis, j'examinerai rapidement les rapports entre culture de la curiosité et projet épicurien, tensions apparentes ou continuité profonde. Et en guise d'épilogue, je m'interrogerai sur une certaine réception du néo-épicurisme, une certaine réception de l'épicurisme par cette figure que recouvre partiellement l'idée d'honnête homme. Comment l'honnête homme a pu retravailler la notion d'honnête curiosité en se donnant parfois des références épicuriennes, et je prendrai ici comme référence Saint-Évremond. Peu de philosophes et de savants de premier plan ont écrit autant de vies que ne le fit Pierre Gassendi. Mais le statut de ces vies reste ambigu. Elles sont généralement citées comme importantes, celle de Peiresc surtout, elle est parue en 1641, mais elles sont sollicitées dans les marges de l'œuvre proprement philosophique et scientifique. Dans la préface de sa vie de Tycho Brahe, qui est aussi une très belle vie, qu'il faudrait étudier par ailleurs sur cette question, Gassendi s'étend longuement sur l'importance que revêt à ses yeux l'entreprise biographique elle-même. Il s'étonne que ses contemporains n'aient pas été plus curieux de la vie de Tycho Brahe, et que plus de 50 ans après la mort de Tycho, nul n'ait encore écrit sa vie, comme si, à ses yeux, une telle curiosité pour la vie ne relevait pas seulement d'un devoir de mémoire, comme si pareille biographie importait de manière urgente à la bonne santé de la République des lettres tout entière. De toutes ces vies, hormis celle d'Épicure, ce sera celle de Peiresc qui aura le retentissement le plus considérable. Le titre même de sa traduction anglaise par William Rand, A Mirror of True Nobility and Gentility, souligne les analogies entre la biographie de savants ainsi conçue et la tradition des miroirs du prince. La curiosité polymorphe de Peiresc y est intégrée à l'éloge d'une forme d'héroïsme du savoir, la vie s'écrivant en lien avec la constitution d'une archive savante, l'immense correspondance de Peiresc et tout ce qui l'entoure, à laquelle Gassendi a accès, autant qu'il le souhaite, entreprise où il s'agit pour le biographe Gassendi d'extraire de l'archive ce qu'il y a de plus significatif, de plus exemplaire. Il ne cesse de rappeler à quel point son récit est lacunaire en renvoyant à la correspondance. Mais
en définissant un régime d'exemplarité qui insiste en permanence sur ce que ce héros du savoir a d'humain et parfois de trop humain, signalant ces moments de doute, d'errance, d'inquiétude, de colère, et mettant aussi en scène parfois certaines faiblesses liées à sa curiosité. Et cela, non seulement dans certains événements de la vie savante elle-même, mais aussi dans les tout petits événements, les micro-événements de la vie, qui ne relèvent pas des mémorabilia, ni même de ces événements verbaux, les cris dont Diogène Laërce avait parsemé ses vies de philosophes illustres. La vie de Peiresc montre le paysage sur le fond duquel le projet épicurien de Gassendi, encouragé par Peiresc, prendra sa force et son sens. Or, il serait très insuffisant de dire que la curiosité occupe une place importante dans cette biographie. Peiresc, le prince des curieux au temps du baroque, c'est le titre choisi pour la traduction française récente, elle date de 92, par Roger Lassalle. Son commerce de lettres, écrit Pierre Bayle, article Peiresc, embrassait toutes les parties du monde, les expériences philosophiques, les raretés de la nature, les productions de l'art, l'antiquariat, l'histoire, les langues étaient également l'objet de ses soins et de sa curiosité. Plus qu'aucune autre vie, celle de Peiresc porte à son plus haut point l'éloge de cette forme de curiosité, loin, très loin, de la condamnation morale et théologique dont la vaine curiosité a tant de fois été la cible. La curiosité dont il s'agit ici est tout sauf vaine. Le point de vue adopté ici par Gassendi sur la curiosité insatiable de Peiresc est assurément fort éloigné de celui que l'on trouvait par exemple chez Charron, pour qui la chasse incessante des curieux, dont les trophées s'accumulaient dans leur Kunst und Wunderkamen aux dépens du vrai et de l'essentiel, témoignait de la puissance de la vanité dans le monde du savoir. Or, on trouve dans le texte même de Gassendi une réponse en situation aux critiques morales de la vaine curiosité. Et c'est dans le livre 6. « Je n'ignore pas, écrit Gassendi, que ces études excitent le gros rire de beaucoup de gens. » Il y a un gros rire à l'égard des curieux. Comme si elles ne nous honoraient pas, n'y étaient pas utiles à tout le monde. Seuls, cependant, sont légitimement critiqués ceux qui axent ces études sur une vaine érudition ou pas d'érudition du tout, nombreux étant d'ailleurs ceux qui n'achètent que pour l'ornement de leur bibliothèque ou de leur mur, sans autre fin que d'être réputés avoir ces objets. Suit un éloge des mérites de l'histoire universelle pratiquée par Peiresc. Alors, Gassendi commence par donner un certain nombre de repères en ce qui concerne la culture de la curiosité pratiquée par Peiresc. Et on pourrait dire que la vie de Peiresc constitue en premier lieu une entrée sans équivalent peut-être dans cette culture de la curiosité que décrivait Pomian, en un moment décisif de son histoire. Chaque année sélectionnée par Gassendi dans les 5 premiers livres offre maints exemples de différents types de sémiophores, pour reprendre le lexique de Pomian, ponctuant la vie savante de Peiresc comme autant d'étapes décisives. Conversion de ce qui aurait pu être perçu par d'autres comme de simples déchets en objets d'étude d'une valeur potentiellement inestimable à mettre dans une collection. Antiquariat, histoire naturelle, science expérimentale croisent leurs signes, leurs sémiophores, en attente de signification. La mise en récit par Gassendi, année après année, fait de chaque curiosité rencontrée une prolepse potentielle. Je prends ici le mot prolepse à la fois au sens de la gnoséologie épicurienne, une anticipation, une prénotion, et aussi dans un sens tout simplement narratologique. Le lecteur est souvent incité par Gassendi à attendre que d'autres épisodes de la vie, que des recherches et des rencontres ultérieures viennent en reprendre le fil et en éclairer les significations. Le lecteur modèle que se donne Gassendi dans son récit est un lecteur curieux, un lecteur qui, en sa lecture, mimera certains aspects de la vie de Peiresc, de son ethos, de son attitude attentive entre le visible et l'invisible. À cet égard,
la vie de Peiresc est plus qu'un document sur toute une culture humaniste de la curiosité, c'est un monument que lui érige Gassendi, unissant à la fois une épistémologie, une éthique et une esthétique. Deuxième point, au-delà de cette culture de la curiosité ne se manifeste pas seulement ici par des objets de savoir, des curiosités recherchées et accumulées, elle n'est pas non plus un simple trait de caractère du sujet Peiresc parmi bien d'autres. On pourrait même parler, en l'occurrence, de la curiosité comme manière de vivre, un peu au sens où l'on parle parfois de la philosophie comme manière de vivre. Gassendi met en scène un véritable choix de vie, et qui est commenté dès le début du récit, avec son illumination initiale, le feu dévorant dont Peiresc est possédé littéralement après sa première expérience en matière de numismatique. Un choix de vie avec son moment de conversion à la vie curieuse. Et Gassendi insiste sur le moment où Peiresc choisit de différer l'achèvement de sa thèse de droit pour se livrer à la curiosité. Puis sur le moment où, comme dans une vraie conversion, il refuse de se marier pour garder cette expérience de la liberté indispensable de la pratique de la curiosité. Un choix de vie avec ces moments de mise à l'épreuve, ces moments d'enthousiasme inspiré ou de sérénité, mais aussi ces moments de doute, de défiance, de colère, de mélancolie dont on vient de parler. Il y a des moments de mélancolie dans l'expérience de la curiosité de Peiresc. On sait qu'un des débats récurrents à propos du genre biographique des vies, et en particulier des vies de savants, concernait les limites à franchir ou à ne pas franchir, selon les points de vue adoptés, entre les actions publiques et les actions privées. La dynamique de la curiosité assure en permanence le passage entre les actions les plus publiques, les plus éclatantes de Peiresc, et ses pensées les plus intérieures, ses émotions, ses rêves même. Rêves fort curieux, à vrai dire, qu'il s'agit pour Gassendi, comme pour Peiresc, d'essayer de déchiffrer, et qui s'intègrent sans heurts à l'univers épistémique et moral des curiosités proposées au lecteur comme des énigmes. Dans des zones intermédiaires entre la vie publique de Peiresc, ainsi sa première visite à Pinelli, et sa vie privée, Gassendi s'intéresse tout particulièrement à ce que l'exercice de la curiosité induit dans la vie pratique de Peiresc. Ainsi, il y a une insistance tout particulière sur ce point, sur une certaine façon de voyager qui est propre à la curiosité de Peiresc, avec des arts du détour, imprémédités et fortuits, comme dirait Montaigne. Détours parfois risqués, notamment dans le voyage en Italie de Peiresc. La curiosité comme manière de vivre, dans le cas de Peiresc, est sans cesse confrontée par le biographe Gassendi aux états de son corps souffrant, comme une passion dont on se demande si elle aggrave l'épuisement physique ou si au contraire elle permet de surmonter la souffrance corporelle. Plus largement, l'exercice de curiosité savante en lien avec une éthique stoïcienne de la constance, du vers est tout près, est associé ici à un travail sur soi, à toute une culture du soi, à un perfectionnement de soi, permettant de dépasser la sphère étroite du moi. Et on est alors aux antipodes des critiques morales et théologiques de la curiosité comme pratique narcissique et glorification de soi. Certains moments de la vie curieuse de Peiresc ne sont pas très éloignés de certaines formes d'exercice spirituel, perfectionnement de soi, intégration de Peiresc philologue, de Peiresc numismate, dans son effort pour accéder par l'objet curieux à la reconstruction d'une histoire universelle, donc intégration de Peiresc, au sein d'une totalité qui le dépasse et crée les conditions de ce regard d'en haut dont Pierre Hadot a suivi certains déplacements dans l'imaginaire des modernes. Cette manière de voyager, d'écouter et de vivre est indissociable d'un style de vie, mais aussi d'une manière d'écrire que Gassendi s'attache à cerner dans ses aspects pratiques les plus matériels, notamment une analyse de la prise de notes par Peiresc. Je passe. Un véritable rituel que cette prise de notes, l'accumulation du notable étant présentée comme une lutte avec l'oubli. Et Gassendi s'attarde sur les marges laissées au bord de la feuille,
des marges destinées à accueillir de nouveaux éléments curieux venant se greffer sur les précédents. Donc le régime aspectuel de ce savoir, c'est le régime de l'inachevé. Je voudrais maintenant aborder rapidement les tensions entre ce modèle et le projet néo-épicurien lui-même tel qu'il se développera par la suite. Je ferai référence ici à l'hypothèse qui n'a jamais été, à mon sens, vraiment discutée, qu'émettait dans un livre déjà ancien Lynn Samida Joy, Gassendi the Atomist, Advocate of History in the Age of Science. Selon Lynn Joy, il y aurait une ambivalence de Gassendi à l'égard du type de savoir accumulé par Peiresc et du modèle d'enquête savante qu'il promue toute sa vie. D'un côté, il y aurait un éloge enthousiaste des vertus morales incarnées par Peiresc, mais il y aurait d'un autre côté un jugement moins enthousiaste, mêlant admiration et regret. Les vertus de Peiresc seraient d'autant plus héroïques qu'elles sont mobilisées pour poursuivre des buts inatteignables épistémologiquement aux yeux de Gassendi, des buts dont la synthèse semble impossible. Elles seraient au service d'un projet intellectuel dont la cohérence globale serait en définitive, aux yeux du biographe Gassendi, problématique pour ne pas dire faible. Transparaîtrait dans le dernier chapitre de la vie, le seul à ne pas être écrit sous la forme d'annales, un certain scepticisme de Gassendi à l'égard du paradigme humaniste de curiosité qui guide la soif de savoir de Peiresc, celui d'une histoire universelle incompatible avec des tendances lourdes de la science en train de se faire, spécialisation des savoirs et des techniques, multiplication sans précédent des informations disponibles, qui les rendent en quelque sorte intotalisables selon ce paradigme de l'histoire universelle. La biographie de Peiresc procurait un diagnostic particulièrement subtil, un inside view quant à la complexité des relations qui s'étaient graduellement instaurées entre les disciplines humanistes sollicitées inlassablement par la curiosité de Peiresc, philologie, chronologie, géographie, numismatique et épigraphie au premier chef, d'une part, et d'autre part cette forme majeure de l'historiographie classique, connue sous le nom d'histoire universelle. D'où un mélange d'admiration et de regret lorsque Gassendi décrit les procédures mises au point par Peiresc pour assurer le suivi de ces innombrables communications savantes, classer les informations, mettre en relation les divers projets en cours. Bref, il y aurait eu chez Peiresc modération en toute chose, sauf précisément dans son désir de connaissance. Peiresc, he reluctantly acknowledged, had been moderate in all other things, but he had been notably immoderate in his desire for knowledge. He had, in his excessive zeal, turned scholarly virtues into vices. He was paralyzed by detail. He never completed any of the histories which he had planned to write. Alors, je n'ai pas le temps de lire le très beau texte de Gassendi sur l'absence d'œuvres publiées et sur l'incomplétude fondamentale des travaux de Peiresc. Mais je dirais simplement que ce point de vue ambivalent conduit, selon Lynn Joy, à voir dans les choix scientifiques et philosophiques ultérieurs de Gassendi une volonté de tourner le dos à ce qu'il décrit dans la vie de Peiresc, une rupture par rapport à ce qu'il semble louer. Gassendi choisissant un genre, l'histoire de la philosophie, comme point de départ pour reconstruire autour de la figure d'Épicure ce que Peiresc accumulait en multipliant les approches disciplinaires. Cette biographie exhiberait un modèle qui ne peut plus être le sien propre, ce à quoi Gassendi serait désormais résolu à renoncer en optant pour l'histoire de la philosophie comme genre dominant et les commentaires philologiques et philosophiques autour de la vie d'Épicure et des textes du corpus comme la matrice de ce que deviendra progressivement ce qu'il nommera sa propre philosophie. Je ferai simplement 3 remarques. On peut trouver les indices sur lesquels Lynn Joy fait reposer son hypothèse d'une ambivalence du point de vue de Gassendi extrêmement ténue. Bon, et je discute dans la communication écrite chacun des arguments. En second lieu, on peut se demander si, aux yeux de Gassendi, les fonctions d'un prince de la République des lettres et celles d'un savant
ne sont pas de nature foncièrement différente. Ce qu'il s'agit de mettre en avant, c'est bien plutôt le rôle d'incitation, d'insémination de Peiresc dans cette pratique de la curiosité, tous azimuts, bien plus que son œuvre ou absence d'œuvre. Dans ce même chapitre 6, on trouve de très belles analogies relatives à la parturition, qui font de son action une maïeutique à très grande échelle dans la République des Lettres. Troisième remarque, on peut au contraire relire cette vie en soulignant non pas les ruptures avec l'œuvre à venir, mais au contraire en rapport avec certaines caractéristiques durables du style propre à Gassendi. Le passage par l'écriture biographique ayant eu valeur de transition entre deux moments très importants de sa propre gestation. Nature plurielle des modèles de scientificité convoqués par Gassendi, enveloppée par une rhétorique probabiliste qui est la condition même de la réhabilitation de l'épicurisme. On trouve ça déjà extrêmement bien articulé à la curiosité de Peiresc. Principe de charité, comme dirait Davidson, extraordinairement développé, c'est un autre trait du style de Peiresc et de sa curiosité. Un effort de compréhension de théories ailleurs combattues, mais dont il fait l'éloge au fil de cette biographie. Ainsi, le droit naturel de Grotius. Un effort de comparaison surtout des fables, des croyances, des songes intégrés au récit de l'activité savante, la vie savante elle-même étant parfois faite de la même étoffe que les rêves en ses aspects les plus curieux. On trouve aussi là, dans la vie de Peiresc, un modèle de clarté et de clarification pour la pensée, permettant notamment de dissiper certaines impostures mémorables, de démystifier certaines merveilles suscitant crainte et superstition, pluie de sang qui n'est qu'excrément de papillons, etc. Mais un modèle de clarté redoublé par un art du doute qui restera l'un des signes de reconnaissance de Gassendi et de son style probabiliste. Dans l'exercice même de la curiosité telle que Gassendi la représente, l'imagination joue à l'évidence un rôle fondamental et polymorphe. Il y aurait certes déjà beaucoup à dire sur les rapports entre imagination et collection, cette forme par excellence de la culture de la curiosité dont Peiresc hérite. Entre l'invisible et le visible, la collection exige un exercice permanent de l'imagination. Il faudrait insister en contrepoint sur le rôle parfois ambivalent de l'imagination curieuse dans ce récit. Gassendi focalisant son récit sur des moments curieux de la vie, où on voit l'imagination de Peiresc travailler sur des phénomènes étranges, bizarres, spectaculaires, baroques, au sens de perles irrégulières, ce sont des perles irrégulières du récit, sans qu'aucune déduction rationnellement satisfaisante ne semble pouvoir en résulter. Ainsi, l'épisode de la femme tombant en extase lors de l'Eucharistie, sans qu'aucun gain cognitif n'apparaisse. La force de l'imagination semble osciller alors entre confiance et défiance, entre une liberté louable de l'esprit en éveil et une licence improductive et dangereuse de la fantasia qu'il importe de réprimer ou de tenir à distance. Et cela sans que le biographe, Pierre Gassendi, ne donne d'indice stable quant à son propre jugement. L'univers épistémique du curieux a alors à l'évidence partie liée avec ces analogies embuées dont parlait Foucault dans Les mots et les choses. Et on songe parfois, en lisant la vie de Peiresc, au jeu des analogies que l'on pouvait trouver, par exemple dans le cabinet de Borel, évoqué par Pognane, une nature d'avant la révolution scientifique, où le jeu des correspondances, des analogies, des similitudes permet de passer du visible à l'invisible. Même si les instruments de la science moderne, en particulier les instruments d'observation, sont intégrés à ces usages mal régulés ou peu régulés de l'analogie. Or, on touche là aussi à un des traits intéressants de Gassendi, du style de Gassendi dans la très longue durée, son rapport à l'analogie. Et je développe dans la communication écrite, je n'ai pas le temps de développer, une analyse des rapports entre curiosité et usage de l'analogie.
Il sera intéressant à ce propos de s'attarder sur quelques pages du récit de l'année 1635 dans la vie péresque écrite par Gassendi. On y voit Péresque essayer d'instituer, en rapport avec Galilée lui-même, une espèce de sélénographie dont on aurait un usage remarquable tant en physique qu'en astronomie. La rhétorique de l'analogie intervient alors en rapport direct avec l'utilisation du télescope que Gassendi s'était procuré par l'intermédiaire de Galilée et avec les images que les peintres triés sur le volet étaient capables d'en extraire, Claude Salva et surtout le célèbre Claude Mélan, virtuose renommé pour ses représentations par gravure des différentes phases de la Lune. D'après la série des phases recensées, écrit Gassendi, il apparaît alors aux physiciens comme, je cite, probable que le globe de la Lune soit semblable en quelque manière au globe terrestre. Les tâches les plus grandes qu'on a depuis toujours connues ont de l'analogie avec nos mers d'Orient, d'Occident, Caspienne, etc., avec d'innombrables baies et golfs, et tout le reste semble n'être pas autre chose que des continents avec des presqu'îles, des îles, des plaines, des montagnes, des vallées, des lacs, etc. Quant aux tâches, qu'elles seraient des sortes d'étendues liquides, on peut s'en convaincre après l'égalité de leur surface, car de leur plan il ne s'élève rien qui entraîne de l'obscurité quand le soleil leur fait face, etc. Mais si l'analogie s'inscrit en pareil contexte entre la Terre et la Lune, dans un discours de l'hypothèse qui en relativise le degré de validité, où s'arrête l'analogie au juste? Advient alors une inflexion rhétorique du récit de Gassendi qui ressemble fort à un geste de dénégation ironique vis-à-vis de l'analogie dont il vient d'user et qui suggère au passage les risques que comporterait une trop grande tentation de l'analogie selon les types d'objets et de phénomènes que l'on envisage. D'après ces observations et d'autres de ce genre, il semble logique que sur le globe lunaire comme sur le globe terrestre, pas mal de choses naissent et meurent jour après jour, etc. Ce que j'en dis, c'est que pour personne ne pense qu'il puisse y avoir là des hommes ou d'autres êtres semblables dont il soit loisible de tracer par conjecture les morphologies physiologiques. De même que nous n'aurions jamais conjecturé les morphologies des fruits animaux, etc., que nous avons vues naguère dans le Nouveau Monde, que tout cela puisse jamais être observé par aucun télescope, cela excède tout espoir et toute croyance. Et même si nous entendons dire présentement qu'il en a été fabriqué un à Naples qui fut capable d'agrandir la vision de la Lune et de montrer toute chose plus distinctement qu'autrefois, même si Rubens a pu avoir quelques années, a pu écrire à Péresque que se trouvait auprès de lui même un peintre éminent et scrupuleux nommé Aemius, qui lui racontait avoir vu chez Drebels un tube optique, etc., etc. Bref, ce qui est très intéressant dans le style de Gassendi, c'est qu'il figure ces tentations de l'analogie dans des domaines où la curiosité peut s'avérer dangereuse, épistémologiquement, moralement, théologiquement. Il suggère cette tentation d'analogie. Parmi les tentations de l'analogie qui hantent le discours post-copernicien, celle qui s'inspire des découvertes du Nouveau Monde pour en faire des images préfigurant la pluralité des mondes, occupe sans nul doute une place éminente. On sait que Cyrano de Bergerac, par exemple, fera de cette analogie une matrice pour l'invention de son récit d'envol. En ce même passage de la vie de Péresque, il est symptomatique que la découverte du Nouveau Monde comme paradigme pour les découvertes d'autres mondes soit sollicitée par Gassendi pour réprimer ou du moins pour limiter l'extension de l'analogie, ou plutôt, si analogie il y a entre notre monde et celui de la Lune, ce serait plus dans l'ordre des différences que dans l'ordre des similitudes qu'il faudra l'imaginer. L'extrême différence, aux confins de l'inimaginable, voilà ce à quoi la découverte des Amériques nous prédisposerait analogiquement. Or, sous des formes plus radicales encore, les argumentations que l'on trouvera dans l'œuvre ultime de Gassendi, le Syntagma Philosophicum, mettront en garde à leur tour leurs lecteurs contre l'abus d'analogie, tout en faisant figurer dans le texte même cette tentation de l'analogie. Alors on pourrait donner de multiples exemples dans cette ambivalence, cette dénégation vis-à-vis du pouvoir curieux de l'analogie qui stimule l'imagination dans des terrains où on peut s'aventurer, mais où il ne faut pas s'aventurer. C'est un des aspects du style de Gassendi dans son rapport aux analogies, et même aux fables, à ce qu'il qualifie comme des fables. Trace d'une tentation de l'analogie, mais trace également d'une répression de la fiction que semblent appeler pareilles analogies, affirmées en fin de chapitre. Et Bernier, dans son abrégé, gardera ces marqueurs de distance et de tentation en même temps.
Au reste, pour finir par où nous avons commencé, puisque nous ne savons pas que par de faibles conjectures ce qui se passe, ce qui s'engendre et ce qui se corrompt dans les astres, souvenons-nous de n'imiter point ceux qui, en partie par divertissement et en partie sérieusement, décrivent l'état, la forme, le vivre et les mœurs des habitants de la Lune et des autres globes, de même que nous pourrions présentement le faire à l'égard des Américains, jusqu'auxquels notre industrie nous a enfin portés et fait pénétrer. Mais s'il met en garde le lecteur contre pareil divertissement, le texte philosophique, néanmoins, en désigne les virtualités dans l'économie de son propre argumentaire. Et si pareils jeux analogiques sont exclus de la